Vous venez de créer un modèle de machine learning performant et vos collègues et vos clients vous demandent justement comment peut-on utiliser donc ce modèle. Ce que vous faites, c'est que vous leur envoyez le fichier script Python ainsi que le fichier du modèle. Mais très rapidement, vos collègues et vos clients se retrouvent perdus entre les différentes gestions de versions de Python ou encore la gestion des différents environnements virtuels. Et si je vous disais justement qu'il existe un moyen beaucoup plus simple de rendre justement votre modèle accessible à tous, comme un simple API. C'est là justement qu'intervient la notion d'encapsulation des modèles de machine learning sous forme de service. Dans cette vidéo donc, je vais partager avec vous étape par étape comment justement encapsuler les modèles de machine learning sous forme de service et ensuite le rendre disponible sous forme d'API auprès des utilisateurs métiers qui ont besoin justement des réponses de votre modèle pour régler les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Allez, c'est parti, générique. En réalité, lorsqu'on parle de mise en production, c'est là où en fait vient la deuxième phase, où le data scientist justement intervient en général beaucoup moins. C'est la phase de déploiement. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre à disposition le modèle de machine learning qu'on aura construit donc dans la phase d'expérimentation sur un serveur et tout ça disponible via une API ou des fois dans des conteneurs. Évidemment, lorsqu'on parle de déploiement, il faut que le modèle qu'on va mettre à disposition sur un serveur soit accessible par des utilisateurs et que ces utilisateurs soient autorisés par des processus ou des mécanismes d'authentification. Les utilisateurs, en fait, peuvent être soit des clients, soit des utilisateurs quelconques ou encore des collaborateurs. Et tout ça, justement, il faut avoir une manière très pratique et surtout optimisée de restituer les résultats, c'est-à-dire les réponses de notre modèle. Et tout ça peut se faire donc via des dashboards, des applications mobiles notamment. C'est là où on revient donc à notre sujet du jour, la notion d'encapsulation des modèles sous forme de service dans une API. Donc, pour ce faire, vous devez maîtriser donc le concept d'API REST. Et donc, avant d'arriver à l'API REST, c'est quoi déjà une API? L'API, en fait, permet justement les interactions entre les systèmes en suivant justement un ensemble de normes, de protocoles afin de partager des fonctionnalités, des informations et des données. La forme complète de l'API, c'est A pour application, P pour programming et I pour interface. L'API agit donc comme interface entre différentes applications, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. On a au centre notre API et autour, vous avez donc différentes applications et l'API va donc interagir avec ces différentes applications pour nous permettre justement de pouvoir communiquer entre ces différentes applications très facilement. Et donc, justement, dans le cadre du machine learning, c'est quoi l'API? L'API, en fait, dans le cas du machine learning, va nous permettre d'encapsuler justement des services pouvant être utilisés par des systèmes tiers. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai à gauche mon application, OK, où j'ai différentes fonctionnalités. Tout ça réside du coup dans mon système. Et ensuite, à droite, j'ai des services avec également leurs fonctionnalités qui résident dans un système tiers. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir mettre à disposition justement les fonctionnalités de notre application résidant dans notre système, on va vouloir le mettre à disposition des services qui sont disponibles dans des systèmes tiers. On parle justement du coup d'exposition de services. En fait, ça nous en rend compte, les API, on a déjà manipulé les API. Donc, c'est le cas notamment de Pandas. Quand vous faites import Pandas ASPD, ce que vous faites, c'est que Pandas, c'est pas nous qui l'avons programmé. Par contre, nous utilisons des services qui ont été programmés par des utilisateurs qui ont partagé justement Pandas en open source. Nous allons l'utiliser justement. Quand je fais pandas.read.csv, je vais utiliser une fonctionnalité spécifique de Pandas. Donc, quand vous revenez ici sur l'image, je vais utiliser une fonctionnalité de Pandas qui est la fonctionnalité de chargement de données. OK? Et donc, la fonctionnalité de chargement de données m'est exposée en fait. Donc, cette fonctionnalité m'est exposée, donc je peux l'utiliser donc dans mon système tiers ici en local pour pouvoir donc lire mes données. OK? En réalité, Pandas a été développé donc à gauche dans le système d'un développeur,
avec du coup plusieurs fonctionnalités, entre autres la fonctionnalité de chargement de données, la fonctionnalité notamment également de traitement de données. Tout ça est disponible également dans le système du développeur. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le récupérer. Ok, récupérer une fonctionnalité dans mon système tiers. Cette fonctionnalité peut être effectivement la fonctionnalité de read qui a été développée par notre développeur, mais je vais pouvoir le récupérer. Donc, on parle d'exposition de service. On a exposé donc le service de chargement des données auprès de moi et donc derrière, je peux l'utiliser pour pouvoir charger facilement mes données. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les API dites locales parce que justement, ils renferment des signatures de fonctions pour une utilisation par programmation. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans le cas du machine learning, ce sont les API à distance. OK? Les API à distance, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir ici dans l'image, on a donc notre infrastructure ici. Dans notre infrastructure, on a notre modèle de machine learning qu'on vient de construire. Ce modèle-là, on veut mettre à disposition ces réponses auprès des utilisateurs métiers qui, eux, sont dans des systèmes tiers. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que du coup, au milieu de tout ça, on va mettre donc notre API, OK, qui est disponible dans un serveur. Tout ça réside dans mon infrastructure. Et je vais donc du coup utiliser l'API comme intermédiaire pour pouvoir récupérer les réponses de mon modèle et le mettre à disposition, soit via effectivement des applications web comme j'ai évoqué précédemment, soit via des applications mobiles. Et tout ça, on va pouvoir y avoir accès par programmation. OK? Donc la solution la plus efficace justement à distance est d'utiliser effectivement le protocole HTTP. Donc, parmi les architectures API HTTP, les trois les plus utilisées, justement, c'est REST, GraphQL et gRPC. OK? Donc, avant de démarrer, donc, une API HTTP, vous devez choisir l'architecture qui va correspondre, justement, à la problématique que vous essayez de résoudre. Et donc, on a généralement trois architectures. On a l'architecture REST qui est simple à utiliser, à construire, performant et scalable, qui a peu de flexibilité. Mais justement, quand on est dans le monde du machine learning, de la data science, ce qu'on cherche à faire, c'est justement juste de mettre à disposition les réponses de notre modèle auprès d'un utilisateur métier. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Et donc, généralement, on va utiliser les API REST parce que ils viennent avec une simplicité déconcertante. Et donc, nous, on n'a pas besoin de se prendre la tête. On veut juste rendre disponible, justement, les réponses de notre modèle à un utilisateur. Et donc, dans ce cas-là, l'API REST est indiquée. Ensuite, on a GraphQL. GraphQL est un peu plus complexe à élaborer. Ça vous permet d'être beaucoup plus adaptable aux clients, ok, efficace et justement avec justement des typages qui sont connus à l'avance. Donc, on va encore un peu plus loin avec GraphQL. Ensuite, on a gRPC. gRPC est léger, performant, présente également un fort typage et va être également, comme vous l'avez deviné, plus complexe à élaborer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, GraphQL, pour résumer, va vous permettre une structuration flexible des données. gRPC, il y a une possibilité de définir n'importe quel type de fonction également. Et puis, vous avez donc l'API REST qui, lui, effectivement, vient avec sa facilité pour nous permettre, en tant que data scientist, de démarrer très rapidement. Et donc, justement, comme je l'ai mis ici sur l'écran, pour les modèles exposés publiquement, la référence aujourd'hui reste toujours l'architecture REST. La REST API utilise justement le protocole HTTP comme interface de communication. C'est un style d'architecture pour développer des applications web. Et donc, REST, en fait, c'est pour dire transfert d'état représentatif. On a ici, au milieu, l'API REST. On a à gauche le client et à droite, justement, le système. Donc ici, par exemple, une base de données. Vous devez comprendre l'API REST comme quelque chose qui va se mettre justement au milieu de deux applications et va leur permettre justement de communiquer facilement. Donc, comment on peut créer une API REST sous Python? Il y a différentes alternatives. On a Django, ok? Django qui est très populaire également, qui permet justement de faire du synchrone, ok? Pour l'API synchrone. On a Flask, qui est un framework pour API synchrone, mais minimaliste, ok? On a Tornado. En fait, quand vous utilisez Jupyter Notebook, derrière, ce sont des serveurs Tornado, ok? Tornado, c'est un framework également pour API. Par contre, pour API asynchrone, plutôt utilisé pour des applications web avec des bases de données, backend, NoSQL notamment. Très récemment, donc pas si récent que ça, mais en tout cas c'est venu après tous les autres, FastAPI, qui est un framework qui a l'avantage d'être aussi simple que Flask et qui récupère justement les capacités et les autres frameworks sans la complexité qui va avec. Donc voilà comment, donc vous choisissez donc une infrastructure pour votre API,
ok, qui respecte donc le protocole HTTP. Donc, ça peut être soit l'API REST, ça, vous pouvez utiliser soit gRPC, GraphQL notamment, ok. Une fois que vous avez choisi votre architecture, vous devez choisir justement le framework qui va vous permettre de concevoir cette API REST. Et donc, sur Python, on a différents frameworks qui vont vous permettre d'arriver à cet objectif. On a Django, Flask, Tornado et FastAPI. Mais dans le cas du machine learning, généralement, Flask peut très bien faire l'affaire pour un démarrage. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment justement utiliser Flask pour pouvoir créer donc une API synchrone très minimaliste. Vous allez voir comment ça se fait. Et puis, je vous donnerai justement un exercice pratique à faire pour pouvoir également, vous aussi, de votre côté, concevoir cette API-là dans le cadre du machine learning. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, likez, ça nous fait plaisir et ça nous motive à produire des contenus dans ce sens-là. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce que vous avez moins compris. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi exceptionnel. D'ici là, portez-vous bien. Salut!